Alors je focalise aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme, hein, mais cette, loi, elle considère, toutes les énergies, heu, renouvelables. Hem, je vois qu'il y a des réactions là, des propositions, des échanges, je les regarde, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, renforcement du cadre juridique vis-à-vis de l'agrivoltaïsme, ça c'était important. Il y avait besoin vraiment, de dire, il y avait vraiment besoin de dire que, ce qu'était l'agrivoltaïsme, hein. Parce qu'il y a eu bien évidemment, on est dans une activité qui est, sur le marché, hein, au sens, il y a des capitaux, qui viennent se mettre dedans et les projets avancent. Donc il y a des développeurs qui travaillent, plus ou moins bien, et puis, il y a on a malheureusement déjà des projets qui, comme on en a eu en méthanisation, qui ont été vraiment des projets mal foutus, mal faits et puis qui qu'on traîne, comme des références négatives. Dans l'éolien, c'est pareil. Bah, dans l'agrivoltaïsme, on a aussi quelques projets qui ont été mal réfléchis, faits trop vite, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, il y a des références là, il y a des qui font jurisprudence et qui sont pas très positives. Voilà. Donc l'idée, c'était de cadrer un peu ce qu'est vraiment l'agrivoltaïsme, hein. Donc il y a une volonté d'avoir une vraie coactivité, hein. Donc il faut que l'agriculture, puisse vivre, l'agriculteur puisse vivre de son agriculture et pas uniquement, des éventuels revenus apportés par le photovoltaïque. Mais en même temps, donc cette loi dite d'accélération de la production d'énergie renouvelable a complexifié le contexte, territorial, puisqu'on est en demande, ça concerne pas l'agrivoltaïsme, mais ça concerne les autres énergies renouvelables, de la définition des zones d'accélération, avec une place des maires assez importante. Alors, c'est bien que ça soit très proche du territoire, de la parcelle concernée, mais ça va mettre une pression terrible sur les maires. Ils l'avaient déjà pour les PLU, pour les constructions, ils vont l'avoir maintenant aussi pour, la définition des zones d'accélération des productions d'EnR. Et il va y avoir une complexification. Donc, comment on va faire la différence entre les zones d'accélération, les autres zones qui sont pas soumises, les autres énergies qui sont pas soumises à la zone d'accélération, comme l'agrivoltaïsme. Enfin voilà. Donc là, on va avoir quelques mois, quelques années de perturbation, un peu de qui fait quoi, c'est quoi la réglementation. Donc il va falloir aussi être prêt, dans cette dimension. Alors, pourquoi ce webinaire? En fin de compte, moi ce que j'ai envie de faire, c'est, ayant travaillé pendant, comme je disais, au début pendant, 20 années dans la recherche publique, hein, et pas dans le recherché, mais dans la recherche publique, avec une spécialité interface environnement-société. À l'origine, je travaillais dans le domaine de l'eau, et j'ai bien vu qu'il y avait une complexité très forte entre, des dimensions, techniques, économiques, environnementales et sociétales, hein. Bon, dans l'eau, on le voit, maintenant de plus en plus, hein. Donc, quand je travaillais il y a 30 ans là-dedans, pendant une vingtaine d'années, on avait identifié toutes ces problématiques que l'on voit émerger de tous les côtés avec l'impact des changements climatiques, hein, le besoin d'eau, les sécheresses, des constructions qui visent à retenir l'eau pour certaines activités et qui vont créer des problématiques vis-à-vis d'autres activités. Enfin, on voit bien qu'on est obligatoirement maintenant dans quelque chose, qui doit être pris en transversal. On ne peut pas, considérer uniquement la mise en place, d'un projet photovoltaïque, agrivoltaïque, uniquement sur ces dimensions techniques et économiques. Ça suffit pas, et réglementaires, ça suffit pas. On voit bien qu'on arrive sur un territoire, qu'on concerne un territoire, qu'on change le paysage, qu'on change les habitudes, qu'on change beaucoup de choses et que même si c'est du 100 privé, donc sur des exploitations agricoles privées et des fonds privés, et parce qu'il y a pas de subvention, directe sur l'agrivoltaïsme, il faut vraiment, une prise de conscience du fait que, on n'est pas entre guillemets, «hors sol», hein. On n'est pas hors sol, au contraire, on arrive sur un territoire, on doit être intégré complètement au territoire, quoi. Et puis, je vous montrerai, 2-3 retours d'expérience après 13 années, avec Acceptable Avenir, donc la société que j'ai créée pour, voilà, donner des outils aux développeurs pour qu'ils mettent leurs projets en adéquation avec le territoire. Alors j'ai eu une remarque là, donc cousin à Patine, donc énorme problème, rayon 500 mètres de rayon. Exemple, j'ai un projet de 20 hectares bloqué pour un seuil de porte de château classé. Humour, on vient de passer canalisation pour transporter gaz, méthanisateur fibre, je suis
régions la plus méthanisée. Donc oui, en fait, ça c'est important ce que vous dites, c'est qu'on voit bien que la transition énergétique, on va pas pouvoir la réaliser si tout le monde ne fait pas un pas, de côté, en arrière ou en avant, et qu'il y a que quelques-uns qui bougent, hein. Parce que là, vous faites référence aux bâtiments classés. Pour la sobriété énergétique, j'ai travaillé avec la ville de Rennes. La ville de Rennes, dans son patrimoine, elle a l'Opéra de Rennes et l'Hôtel de Ville qui sont des monuments classés. Quand on dit aux agents de la ville de Rennes: «Beh, on va baisser la température», ils disent: «Oui, mais il faut peut-être commencer par isoler». Ben non, on ne peut pas isoler parce que, ce sont des bâtiments classés, donc les personnes ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est nous qui devons avoir froid et qu'on ne peut rien faire. Voilà, donc on est bien dans la transition écologique, énergétique, on est bien sur une obligation que chacun, fasse un pas, je le répète, hein, soit de côté, en arrière ou en avant, mais bouge et tout le monde en même temps. Voilà, donc on ne peut pas renvoyer, à l'autre, toute la responsabilité en disant: «C'est à vous de bouger, et moi je bouge pas, parce que ça j'ai pas à bouger». Non, non, il faut que chacun fasse un effort, mais chacun fera un effort si l'autre fait l'effort. Donc on est bien dans cette problématique, que je décrivais comme étant une problématique, transversale. Alors, dans ce webinaire, donc je vais aborder des choses assez générales. Je sais que chaque projet, est un cas particulier, donc moi j'appelle ça le binôme projet-territoire. Donc ça, c'est une réalité que j'ai vue en 13 ans. Donc, à chaque binôme projet-territoire, il y a une situation particulière. Donc il ne faut pas hésiter, même je vous le conseille, à, me questionner, me solliciter en dehors de ce webinaire. Donc, puisque vous êtes inscrit, vous avez il vous est offert donc 30 minutes d'échange, vous prenez rendez-vous et on se parle pendant 30 minutes au téléphone. Et ça vous permet, de m'expliquer quels sont vos problèmes très concrets, hein, là, si vous avez un projet, vous avez un truc très concret, là, il faut que ça se résolve en une semaine, 2 semaines. Avec 30 minutes, on peut tout de suite, trouver des 1 éléments à mettre en œuvre. Ça, par expérience, je le vois très bien. C'est beaucoup plus facile à 2 avec un regard, complètement extérieur, en plus une expertise dans ce domaine qu'on appelle l'acceptabilité, de vous aider, très, 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 très rapidement. Donc n'hésitez pas. Responsable urbanisme en environnement chez Iris Solaris aussi. Donc on voit bien qu'il y a plein de différentes spécialités, expertises, métiers qui arrivent dans cette, filière et ça, c'est très bien parce qu'on ne peut pas travailler en transversal si on n'a pas toutes les compétences et puis quand on les a pas, il ne faut pas, hésiter à aller chercher, sur le territoire. Il y a toujours des gens qui savent plein de choses, quoi. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est je vais vous dire, quels sont les éléments que vous pouvez utiliser avec ce qu'on appelle les mécanismes de l'acceptabilité pour obtenir une acceptation locale, hein. Donc rappelons-nous, tout à l'heure, je vous disais qu'à l'échelle nationale, 85 des personnes avaient une image positive de, du photovoltaïque, qu'à l'échelle locale, c'était plus compliqué. Donc on est plus sur des problématiques d'acceptation locale, voilà, du projet. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va maintenant réfléchir et la première chose que je voulais vous dire, c'est, il ne faut pas confondre acceptation locale et concertation. Parce que je sais que, il y a de plus en plus des recommandations pour mettre en place des processus de concertation. Donc oui, ça peut être un outil, ça peut être, un levier, mais pas forcément systématiquement. Donc il faut éviter, de partir, les yeux bandés en concertation parce que si on connaît pas, le binôme projet-territoire, on peut, avec une concertation, faire tout le contraire de ce qu'on recherche, c'est-à-dire, au lieu d'apaiser, on va plutôt, énerver le territoire, qu'autre chose. Donc il faut être très, très, très vigilant, et ne pas se jeter, tête première dans une concertation. Il faut mettre en place, une approche conduite de projet, renseignée et informée. Alors, bon,
Je fais un petit tour, vous avez compris que j'ai un passé de chercheur, donc quand j'ai lancé la boîte, je me suis dit: «Il faut que j'ai les bases, pour que quand je parle aux gens, il faut que je leur explique, qu'est-ce qui se passe», hein. Donc on a mis en place un projet de recherche avec des sociologues de l'université Jean Jaurès de Toulouse, du CNRS avec l'aide de l'ADEME, et on a posé un modèle conceptuel. Alors ça sert à quoi? Bah, ça sert en fait à dire, à quoi on doit s'attaquer. Comment on fait pour avoir les bons leviers pour obtenir l'acceptation locale? Et quand je parle d'acceptation locale, dedans, j'y mets aussi bien les citoyens que les services de l'État, que les élus, hein. C'est pas uniquement, madame Duchemin à côté, hein. C'est vraiment, tout le monde sur le territoire et les services de l'État, les services instructeurs font partie du territoire. Normalement, ils sont objectifs, ils sont pas partie liés, mais ils vivent sur le territoire, donc ils sont pas complètement, hors sol, hein. Ils ne font pas qu'appliquer, la loi au pied de la lettre, parce que de toute façon l'interprétation des lois, elle est obligatoirement sujette à interprétation, comme son nom l'indique, donc ce sont des personnes qui sont aussi, concernées par ce qui se passe sur leur territoire. Donc quand je parle de levier d'acceptation locale, je parle de ce qui se passe, la rencontre d'un projet avec un territoire, heu et comment on va s'y prendre. Alors ce que l'on a trouvé, ce sont des choses relativement, évidentes, hein, mais avec quelques détails en plus. Déjà, l'acceptation locale, c'est une fonction, de la perception du projet, par les parties prenantes, conditionnée par le territoire. Donc ça veut dire que, on a un territoire qui a sa structure, qui a son fonctionnement, qu'il faut connaître, mais on sait qu'un territoire, on ne va pas le faire bouger comme ça du jour au lendemain. Donc n'oublions pas qu'un projet, même si les développeurs trouvent ça long, ça dure 4-5 ans maximum. Le développement, hein, c'est-à-dire l'obtention des autorisations, pas la construction et pas l'exploitation. Mais en tous les cas, on change pas un territoire en 4-5 ans, hein. Même s'il y a des élections, ça change pas comme ça. Donc il faut le connaître, il faut savoir ce qui se passe, mais c'est pas forcément le levier le plus important à l'échelle d'un projet. Donc les 2 leviers sont d'une part les perceptions des parties prenantes, c'est comment ils considèrent le projet. On va pas changer ce qu'on appelle leur référentiel de valeur, ce qui est important pour eux, mais on va changer leur façon de voir le projet. Et pour faire changer, la façon de voir d'un projet, il faut que le projet, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il accepte, d'être vu différemment, donc il faut qu'il accepte de bouger et on s'est aperçu aussi, donc ça c'est un retour de cette recherche, qu'un projet, il fallait le considérer comme un iceberg en termes de perception. C'est-à-dire que, on a, une partie, émergée, de l'iceberg du projet qui est tout le contenu technique, économique, réglementaire du projet, c'est-à-dire ce sur quoi se focalise, tout le monde. Le développeur bien évidemment, les services de l'État bien évidemment, la population aussi, mais en fin de compte, on a les 2 autres tiers, du projet qui sont la partie immergée de l'iceberg et qui sont, d'une part le portage du projet. Ça veut dire qui porte le projet. Alors quand je dis qui porte le projet, c'est pas une question de portage juridique, même si ça joue un rôle, c'est comment qui va porter le projet sur le territoire. Est-ce qu'on va s'adosser à un élu? Et si on s'adosse à un élu, est-ce que cet élu va être reconnu par le territoire, par exemple? Et puis la 2e autre dimension qui elle aussi, est dans la partie immergée de l'iceberg, c'est la relation ou les relations entre le projet et le territoire. C'est comment le projet arrive sur le territoire, voilà. C'est qu'est-ce que les gens vont mettre en place, pour, établir des contacts, des relations, avec le projet, voilà. Donc ça, c'est notre modèle conceptuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire très concrètement, c'est que quand on a c'est pour ça qu'on parle de binôme projet, territoire et c'est en fin de compte, c'est binôme projet, partie prenante. Le territoire, il faut le connaître, mais ce sont la façon dont les parties prenantes vont percevoir le projet. Donc on est bien sur des perceptions. On va travailler sur des probabilités de perception. On va travailler sur qu'est-ce qui va se passer en termes de perception si jamais mon projet, j'accepte de le faire, évoluer ou si je change ça et ça. Et on n'est pas sur de la pédagogie simple, hein, parce qu'on pourrait très bien dire qu'il faut simplement l'expliquer et tout va bien. Non, ça ne fonctionne pas. On est sur la pédagogie dite inversée, c'est-à-dire que pour que les personnes acceptent de d'entendre vos arguments comme étant des arguments objectifs, recevables, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, donc il faut qu'il y ait création de confiance et pour créer la confiance, il faut mettre en place des éléments de relation
qui vont permettre aux personnes de dire: «Ah oui, en fin de compte, à ces gens, on peut leur faire confiance». Voilà, donc c'est pas, simplement d'expliquer, correctement aux élus, aux services instructeurs ou aux citoyens que ce que vous allez faire, c'est bien. Non, ça suffit pas. Il faut, se mettre en modalité de pédagogie inversée. Ah oui, je vois aussi, qu'il y a des gens qui sont aussi dans les bureaux d'études, Biotop, qui est connu aussi. Oui, ça, c'est très important s'il y a besoin de toute l'argumentaire. Alors, voilà, ça, c'est bien qu'il y ait des experts, qui ne soient pas, des développeurs eux-mêmes parce que dans la dans la dimension, iceberg que je viens de présenter, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que on a une tendance, mais qui est vraie pour tous les projets, hein, pas que pour le projet, photovoltaïque, de dire: «On va bien expliquer, les choses» et l'aspect environnemental et maintenant, c'est dans la partie émergée de l'iceberg, on est dans le réglementaire. Donc ça veut dire que si, on présente aux gens notre projet d'un point de vue, technique, on montre toute la fiabilité du projet, économique, toute sa sécurité et réglementaire, qu'on est conforme, et qu'on va bien l'expliquer, on pense que ça va suffire. Ben non, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, parce qu'il y a des personnes, plus ou moins bien intentionnées, qui prennent des arguments plus ou moins vérifiés et puis qui vont inonder, à travers, les réseaux, qui vont mettre des contre-vérités et le citoyen lambda, même les services de l'État ne s'en sortent pas, ne s'en sortent pas forcément. 2 leviers, l'acceptation des parties prenantes. Non, les 2 leviers, c'est pas l'acceptation des parties prenantes. Les 2 leviers, c'est les perceptions, des parties prenantes et l'autre levier, c'est le contenu du projet. Enfin, dire le projet dans ce qu'il est. C'est la rencontre entre un projet et des perceptions qui font qu'on va obtenir l'acceptation, locale ou pas. L'acceptation par les parties prenantes, c'est pas un levier, c'est un résultat. Voilà, c'est ce qu'on cherche, mais on va pas les forcer. On va déjà partir du principe qu'ils ont des perceptions, ils voient un projet d'une certaine façon et il faut que le projet, il laisse à montrer, que ces perceptions sont peut-être pas complètement, heu, immuables, qu'on peut les faire évoluer et pour les faire évoluer, il faut dire sur quoi on va faire, bouger notre projet. Alors pour l'agrivoltaïsme, l'agrivoltaïsme a ses propres contraintes, hein, donc on pourrait faire la liste des contraintes pour l'éolien, pour la méthanisation, pour le photovoltaïque simple, pour l'hydroélectricité, pour l'hydrogène, et je ne sais plus ce qu'il y a encore comme autre énergie renouvelable. Mais en tous les cas, chaque, filière a ses propres contraintes, donc mais qui sont toujours des contraintes, d'une relation d'un territoire avec le projet. Voilà. Donc, le projet, donc, c'est contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole, donc ça, c'est la loi d'accélération. Donc ça veut dire que maintenant, tout projet agrivoltaïque doit être réfléchi, vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite avec le modèle agricole, le type d'agriculture qui va être implanté. Parce qu'a priori, il y a obligatoirement presque évolution de l'agriculture, hein. Ce que je disais tout à l'heure, si vous mettez sur un champ de céréales et vous essayez de convaincre, que rien ne va changer sur la production, céréalière, si vous mettez des structures, qui vont venir prendre du foncier ou faire de l'ombre, ça va être compliqué à expliquer. Donc il y a obligatoirement une évolution du modèle agricole, des pratiques agricoles. Ce sont des technologies, récentes. Hein, donc il y a toujours une crainte par rapport aux technologies récentes. L'instruction, donc on a la fameuse commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui va donner un avis conforme. Donc attention, là, vous avez des acteurs, en nombre, qui sont des parties prenantes, comme les autres, qui ont un regard, bien sûr, d'instruction, mais qui sont aussi des gens qui vivent sur le territoire et qui vont te dire, oui ou non, voilà et là, pour le coup, on pourra pas faire sans et puis à la limite, il faut s'en servir, hein, parce que ça veut dire que c'est un lieu, c'est une sorte de lieu de sécurité pour le territoire, hein. Vous pouvez dire: «On fait pas n'importe quoi, on va passer devant la CDPENAF, et là, on va passer, on aura à démontrer telle ou telle chose», quoi, voilà. Les positions des directions départementales, donc est-ce qu'il va y avoir de l'instruction? Est-ce que ça va être, des permis de construire simples? Est-ce que ça va être de l'ICPE? Bon, c'est en train de bouger un peu. On sait pas encore vraiment à quelle sauce va être mangé l'agrivoltaïsme, donc à voir.
Les élus, vont avoir de nouvelles responsabilités avec les zones d'accélération. Alors l'agrivoltaïsme n'est pas dans les zones d'accélération, mais bien évidemment, un élu qui a une zone d'accélération sur son territoire va se sentir légitime pour dire oui ou non, on fait autre chose, où il y aura la pression de sa population. Donc plus de pression des citoyens sur les élus. Bon, je trouve qu'ils en ont déjà beaucoup, mais ils en auront encore plus. En plus, on fait rarement de l'agrivoltaïsme en centre-ville, donc ça veut dire qu'on est plutôt dans des zones, rurales et même, rurales avec une forte activité agricole. Donc, ça veut dire parce qu'on peut faire du rural sans agriculture, mais du rural très agricole, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup d'habitants, voilà, souvent, hein, c'est souvent ça. Donc des petites, communes, pas beaucoup des conseils municipaux restreints et pas forcément des services techniques très développés, enfin voilà, des maires qui sont vraiment en pression, pression, pression. Le monde agricole, donc là, c'est fondamental, de travailler avec le monde agricole, hein, on ne peut pas faire autrement, puis c'est pas plus mal. Donc là, justement, je vois qu'il y a une remarque de cousin Patine, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi. J'ai 4 projets représentant 73 hectares avec beaucoup de difficultés pour présenter ces 73 hectares à Candian Solar. Le monde agricole se bloque par elle-même du syndicat majoritaire, préfère méthanisation, faisant travailler leur coopérative. Refuse photovoltaïque, mais on accepte l'expérimentation chacun, OK, bon, donc on est bien ça c'est une confirmation, du fait, que je parlais de changement tout à l'heure, hein. Je parlais de changement de paysage, mais là on va changer, le monde agricole. C'est-à-dire qu'on va dans un monde agricole qui est au cœur du dispositif, hein, des énergies renouvelables, que ça soit parce que le foncier, il est chez les agriculteurs, disponible, et comme je le disais, il y a un changement obligatoire et probablement qu'il faut réfléchir l'agriculture, couplée à les énergies renouvelables comme un pivot pour faire, des pratiques différentes. C'est peut-être le moment ou jamais pour l'agriculture de dire: «Bah, tiens, en fin de compte, on va peut-être être en capacité de s'adapter à nos nouvelles contraintes extérieures», que ce soit économiques, environnementales, parce que, les énergies renouvelables, ça nous donne un peu de sécurité, financière, et ça nous permet peut-être de changer nos pratiques agricoles avec un moindre de risque. Diminuer l'incertitude, hein, c'est ça la problématique agricole. Les gens sont prêts à changer leurs pratiques, mais si leur revenu d'une année sur l'autre est divisé par 2, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui acceptent que leur revenu soit divisé par 2 d'une année sur l'autre, hein. Donc il y a ou 2 ou 3 ou 4 ou 1,5, ou 0,75, peu importe, mais voilà, donc il y a vraiment un besoin de sécurisation du monde agricole. Donc là, il faut vraiment travailler, avec le monde agricole, apporter des preuves, laisser ouvert la discussion, ne pas la fermer tout de suite, ne pas imposer, quoi que ce soit. Et puis, bien évidemment, les citoyens, avec, on l'a dit tout à l'heure, le syndrome NIMBY, le modèle agricole, donc là, c'est plus les citoyens, s'occupent du modèle agricole, hein, qui est autour de chez eux. On pourrait leur dire: «Ça ne les regarde pas», mais certains disent: «Beh si, nous, ça nous regarde parce qu'on ne veut pas une agriculture, qui soit complètement, décorrélée du besoin, alimentaire». Donc on est bien sur des projets, transversaux, qui vont, nécessiter, des façons de travailler, différentes. Donc les leviers d'acceptation locale, hein, donc je vais vous donner un mode opératoire. Donc, déjà, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas juxtaposer, des choses qui existaient. Non, ça marche plus. Il faut, je le disais tout à l'heure, il faut repenser un peu tous les secteurs, toutes les activités, du territoire. Alors bien évidemment, il y a des choses qui vont bouger et puis si les personnes se sont pas impliqués, bah, il faut réfléchir à leur place, faut éviter de réfléchir à la place des gens, mais quand ils veulent pas, voilà. Donc en tous les cas, il faut faire ce travail d'analyse, de son projet dans toutes ses dimensions et même celles qui ne sont pas forcément directement reliées au projet. En fin de compte, les développeurs vont devenir des nouveaux aménageurs du territoire. On va leur demander de plus en plus les élus vont leur demander de plus en plus de prendre en charge des choses, qui serait plus de la compétence de la commune et que les communes ne peuvent pas faire. Donc voilà, on est dans une nouvelle ère, on a un changement de paradigme, il faut faire, différemment. Alors donc trois étapes, hein, qui permettent d'agir efficacement. La première, c'est anticiper dès la phase de prospection, ne pas attendre, qu'on ait tout verrouillé, notamment sur la sécurisation foncière, la fameuse sécurisation foncière, parce qu'on peut très bien être dans une, inadéquation totale entre un projet et un territoire.
Ça, il faut le regarder quasiment avant parce qu'on peut avancer dans le projet, on peut signer des baux, on peut faire plein de choses, dépenser de l'argent, faire des études et puis, on s'aperçoit que le projet, il pourra jamais voir le jour parce qu'il y a, i i ça ne colle pas. Voilà, ça ne colle pas, le couple ne fonctionne pas, le binôme ne fonctionne pas, donc ça, on peut le voir. En même temps qu'on fait cette analyse d'anticipation, c'est en fait, c'est une analyse de risque qu'il faut faire, hein, on appelle ça du risque de contestation. Mais rappelons-nous que l'acceptation ou la contestation, c'est son inverse, bah, c'est 50 les perceptions et 50 le projet. Donc, on peut, s'il y a des marges de manœuvre, et ben, elles sont dans un premier temps aux côtés du projet, voilà, et que ça va nous permettre d'identifier, pardon, les leviers de l'acceptation. Donc avec cette première phase, on fait beaucoup de choses. On se dit: «Bah, tiens, vaut peut-être mieux aller voir ailleurs parce que là, je vais perdre beaucoup de temps et d'argent». Ou on se dit: «Bah, en fin de compte, oui, je peux le faire, mais j'avais pas vu qu'il y avait ce levier sur lequel je pouvais agir, pour faciliter la vie de mon projet». Donc la 2e étape, si on décide de travailler sur ce territoire, bah, c'est d'activer les leviers, hein, donc en interne. C'est-à-dire de bien vérifier, en interne. Alors quand je dis en interne, moi j'appelle ça l'écosystème projet, hein. Donc ça veut dire que c'est par exemple, ça peut être, le développeur avec l'agriculteur, plus au sein du développeur, le bureau d'études, les gens qui font les montages financiers. S'il y a des élus impliqués, c'est avec les élus. Enfin voilà, c'est l'écosystème projet. Il faut être bien clair sur, qu'est-ce qu'on va, activer comme levier. Et je le répète, les leviers, il n'y en a pas 36. C'est d'abord faire, bouger le projet qu'on avait imaginé au début, pour que les gens acceptent de le voir différemment. Voilà. Alors si on l'a anticipé, si on l'a vu. Autrement ça, vous allez le découvrir quand vous allez présenter votre projet sur le territoire. Vous allez prendre ce qu'on peut appeler des retours de manivelle, les gens vont contester et là, vous aurez bien identifié quels sont vos risques et quels sont vos leviers de non-acceptation, d'acceptation, mais voilà, vous aurez déjà, créé un peu de perturbation sur le territoire, donc c'est un peu plus compliqué. Alors que si vous anticipez, vous pouvez identifier tous ces éléments avant même de parler avec le territoire d'une façon, en masse quoi, d'une façon très ouverte, et vous pouvez mieux vous préparer. Et quand je dis mieux se préparer, c'est pas de passer, sous les radars, hein. C'est au contraire de se dire: «Bon OK, là il y a un vrai problème, il faut y aller, il faut le prendre à bras-le-corps». Et donc on définit ce qu'on appelle sa stratégie d'acceptabilité. Ça, donc c'est une nouvelle façon de faire. Mais comme tous les développeurs, la stratégie, ils savent exactement ce que c'est, parce qu'ils le font au début, ils font des analyses de risque, ils disent: «Est-ce qu'on y va financièrement, est-ce qu'on peut? Est-ce que le raccordement est bon? Est-ce qu'il ne va pas nous coûter trop cher? Est-ce que» voilà, donc ils font tous ces est-ce que l'exposition, vis-à-vis du soleil est bonne? Voilà, donc toutes ces analyses de risque, les développeurs le font. On leur propose d'ajouter une nouvelle analyse de risque supplémentaire, une couche d'information supplémentaire, voilà, qui se fait, assez rapidement. Et qui permet de dire: «OK, maintenant qu'on a tous les éléments d'information, ce projet, on peut le faire, parce qu'il est bien, d'un point de vue économique, technique, ça va être bien, agronomique, ça va être bien, mais on a vu qu'on était un peu en orange sur le côté acceptabilité, acceptation, donc il faut travailler là-dessus». Mais on sait sur quoi travailler. Et puis, l'avantage de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a tout mis en place, on peut, avancer sur le territoire selon une feuille de route qui va être complètement intégrée à la conduite de projet. Donc là, je m'adresse aux chefs de projet, s'il y en a dans cette assemblée, ils savent exactement ce dont je veux parler. C'est-à-dire qu'un projet, il ne se développe pas comme ça, en se levant le matin en disant: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?» Non, il y a une conduite de projet, il y a des points de repère, il y a des livrables, il y a tout ce qu'il faut. Et ben, il faut, simplement mettre dans son tableau de bord, quelques milestones, qui sont de l'acceptabilité, stratégie d'acceptabilité, et qui vont permettre donc de changer de façon de faire, hein. C'est-à-dire qu'on passe c'est la petite image en bas là, on passe d'un mode où, on va frapper aux portes des uns et des autres, à un mode où on va créer une feuille de route qui va permettre de créer une synergie, positive vis-à-vis du projet. C'est-à-dire qu'on va passer d'un mode, je vais essayer de convaincre, tout le monde, à je fais sur le territoire une démarche de mise en adéquation qui fait que je vais être vu différemment et je vais avoir une vision, je l'espère, plutôt positive de mon projet, donc créer une synergie positive autour de mon projet plutôt que de la méfiance ou de la défiance. Donc on va ah oui, je voulais vous donner un petit retour d'expérience. Donc déjà, oui,
c'est ce genre de choses qui peut être fait en haut à droite, là, c'est une analyse de risque. Nous, on a développé des outils qui permettent de faire une évaluation de la perception probable d'un projet. Ça, on pose des aux porteurs de projet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site Accept à venir, vous verrez, il y a un outil qui s'appelle START, STAART. Vous répondez à des questions, ça vous livre un potentiel d'acceptabilité du projet, et ça vous permet de dire: «Ah oui, tiens, mon projet, en fin de compte, il risque de mal d'être perçu, alors soit très positivement, soit très négativement, soit entre les 2, hein», donc c'est plutôt souvent orange. Donc ça veut dire que probablement j'ai déjà des choses à faire au niveau de mon projet. On a aussi développé des outils, qui permettent de qualifier la sensibilité du territoire. Donc sensibilité du territoire, potentiel d'acceptabilité du projet, on croise les 2, donc on a un niveau de risque et ça, on le fait très, très rapidement, on peut le faire très en amont. C'est-à-dire que dès que vous commencez votre prospection foncière, on peut vous donner ce genre d'informations en vous disant: «Attention, vous êtes dans une zone à risque fort, moyen ou faible» et ça vous permet de prendre vos décisions, de savoir si vous continuez ou pas, à travailler sur ce projet, à cet endroit, voilà. Et si oui, après, quels sont les leviers que vous allez, activer, quoi, voilà. Donc là, je vous montre, un résultat où il y avait une pertinence très faible, donc a priori, un projet non adapté au territoire. Mais en fin de compte, le développeur a décidé de travailler le projet quand même. Donc on lui a identifié le fait qu'il fallait atténuer au maximum les impacts visuels, mais ça, il le savait déjà, mais c'était surtout dans la façon de faire. C'est souvent nous, ce qu'on vous apporte, c'est des méthodes pour, travailler avec le territoire, et je le répète, pas forcément en concertation, mais travailler avec le territoire pour, faire évoluer le projet. Donc là, c'était, les fameux photomontages, qui ont souvent une faible crédibilité parce qu'on entend dire: «Oui, mais pourquoi vous avez pris la photo d'ici? Ça vous arrange bien, vous l'auriez prise de là-bas, on aurait vu, que c'était pas si bien», voilà. Donc l'idée, c'est de dire: «Bah, écoutez, on va voir aux personnes concernées, c'est quoi le bon point de vue?» du photomontage, même si pour vous, techniciens, je ne sais pas s'il y a des bureaux d'études qui font des photomontages, je «Bah, non, c'est pas le bon endroit». Oui, mais le bon endroit pour vous n'est pas forcément l'endroit reconnu par tout le monde, donc il faut peut-être accepter de faire les 2 en même temps, voilà, par exemple. Veiller au fait que les mesures compensatoires ne pénalisent pas les autres usages de l'environnement, par exemple, création de zones protégées empêchant la pratique de la chasse ou de la promenade. Donc, dans le réglementaire, on est très environnementaliste, mais il y a d'autres activités, donc il faut aussi accepter, bah, de regarder, où est le juste milieu. Des mesures d'accompagnement importantes pour tenter de balancer la non-pertinence du projet, donc vérifier leur équité. Donc le fameux financement participatif, on a de plus en plus, tendance à sortir ça un peu comme l'outil magique. Bah non, nous on a des projets sur lesquels les gens ne voulaient pas de financement participatif. Ils le vivaient mal, donc il fallait surtout pas le sortir de la boîte à outils, voilà. Démontrer la crédibilité, donc engager la responsabilité à faire ce qui est prévu. Donc, par exemple, certains projets, ça se termine, on leur dit: «Bah, écoutez, mettez en place un comité de suivi des travaux d'exploitation». Les gens adhèrent, il y a une zone de discussion qui se fait et ça vraiment, ça apaise, beaucoup. Alors ça marche dans certains cas et dans d'autres cas, ça marche pas. Donc, rappelons-nous, le binôme, projet territoire, il faut analyser les 2 pour savoir quels sont les ingrédients qu'on va pouvoir mettre, à disposition. Alors, je vais, m'arrêter moi, puis on va prendre les différents commentaires et questions que vous avez. Donc je remercie les personnes qui recherchent de l'information, donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, par email, je vous apporterai des réponses. Et l'idée, c'est donc la prise de rendez-vous, c'est voilà, c'est la petite image que je vous ai déjà montrée, c'est vraiment de vous donner le coup de pouce là pour vous dire: «Allez, changez de paradigme, passez d'une approche à une autre». Alors, quand je dis changer de paradigme, c'est peut-être un mot fort, mais heu, quasiment vous changez rien dans votre façon de travailler tous les jours, hein. C'est juste de penser à mettre des ingrédients, d'avoir des points de repère, d'avoir des éléments, d'évaluation qui permettent de travailler, d'apporter des informations complémentaires, mais c'est pas un changement de méthode de conduite de projet, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est d'enrichir votre méthode, votre façon de conduire vos projets pour que ça aille plus vite, hein, parce que c'est ça en fin de compte l'objectif, d'aller plus vite pour obtenir ces des autorisations.